Nous sommes toujours en deuil, mesdames et messieurs. Nous sommes toujours en deuil. C'est pour ça que je suis sans boucle, sans rien, parce que nous allons enterrer cette semaine notre collègue Alpha Moukadi. Comme vous le savez, elle a perdu la vie au début de ce mois. Elle sera, en tout cas, la dépouille mortelle sortira le vendredi, ce vendredi 19 mai, et elle sera enterrée ce 20 mai. Et la dépouille sera exposée vers l'Imété, première rue, je n'ai pas le nom de la salle. Et j'espère vraiment que toute la famille journalistique viendra nombreuse, en tout cas, rendre un dernier hommage à cette grande dame qui nous a quittés. Voilà, Alpha, toujours dans nos cœurs. Merci en tout cas pour ta présence dans nos vies et merci à l'Éternel qui donne et qui reprend. Rendez-vous donc au prix ce vendredi 19 mai pour rendre un hommage à cette grande dame qui nous a laissé une très belle fille. Et j'espère que cette fille aura et verra en nous ses parents. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons parler aujourd'hui, nous sommes le 17 mai, on ne peut ne pas en parler, c'est les 20 ans de l'AF, comment on dit, pas de l'AFDEL, mais si... Comment m'exprimer, Ambroise, de la libération, je ne sais pas moi, au changement de régime, ou le fait que ça fait 20 ans que Mobutu est parti, est tombé. Voilà, nous allons essayer d'en savoir un peu plus les retombées. Qu'est-ce que nous avons changé, qu'est-ce que nous avons gagné, qu'est-ce que nous avons appris 20 ans sans Mobutu. Et nous allons parler évidemment de l'investiture du gouvernement en Tchibala. Comme vous l'avez vu ce mardi à l'Assemblée nationale, il y a eu beaucoup de cris, beaucoup de chahuts avant, en tout cas, son discours. Mais bon, ça s'est passé et il a été investi, donc nous allons essayer de décortiquer tant soit peu son discours, mais je sais déjà que Thierry Bongo m'a soufflé à l'oreille, ce n'est qu'un chapelet d'intention, et bien voilà, j'espère vraiment que ce chapelet d'intention sera en tout cas mué en action, hein, nous l'espérons, et parce que comme nous le savons, nous sommes porte-parole de cette population. La population, comme l'a dit un député que nous avons suivi, en a marre des discours, permettez l'expression. Edmond Izouba, 20 ans déjà que le maréchal est parti. La toute première question, hein, j'aimerais bien savoir, parce que beaucoup des radios périphériques, des télés étrangères ont consacré quand même des émissions à ces 20 ans. Alors pour vous, 20 ans sans Mobutu égale 20 ans avec Mobutu? L'histoire de Mobutu a commencé quelque part. Vous avez un président qui accède au pouvoir par la voie des armes. En 65, hein, en 65, Mobutu a pris le pouvoir par un coup d'État, par un coup de force, et du coup, vous avez vu des réformes qu'il y a eu. Mobutu a déjà essayé de faire un coup d'État en 60, hein, il faut le dire. Hein. Tout à fait, avant la mort de Patrice Lumumba, on l'accuserait même de vouloir, d'avoir planifié sa mort, l'exécution de Patrice Lumumba. Donc, comme l'un des généraux de l'époque, du président, colonel plutôt, mais il a été élevé au rang de généraux par le président lui-même, Joseph Kasavubu. Donc, il a pris le pouvoir par les armes, il a dirigé comme il le fallait. Nous avons connu aussi les moments de turbulence, les moments des agitations de ce pouvoir quand vous avez la lettre de 52 pages, de 13 parlementaires. En toile de fond, Etienne Tshisekedi qui quitte le MPR et qui brandit les spectres de la rue. À Mobutu, ça le fait peur avec une économie déjà vacillante et Mobutu était prêt à tout céder. Il a pleuré en 1990. Mobutu est parti par une petite fenêtre et ses ministres ont pu prendre fuite à travers des canaux des bords, je ne sais pas, d'autres ils ont escaladé des murs, d'autres ont resté pendant plus de 2 mois dans de caves. Donc c'était des situations tout à fait catastrophiques que nous ne voulons plus revivre dans notre histoire parce que ce n'était pas du tout appréciable. Nous avons l'impression de revivre la même chose. Vous savez, Mouzé Laurent Désiré Kabila est entré dans ce pays dans l'idée de vouloir rendre le pays vraiment indépendant dans la continuation de Patrice Emery Lumumba, presque la même lutte. Vous savez ce qu'il a fait. Malheureusement, ça ne lui a pas souri. Le président a tourné pratiquement le dos à la population congolaise pour n'avoir pas eu un bon projet. Les effets que nous vivons actuellement ne nous éloignent pas des situations d'il y a 20 ans, d'il y a 10 ans, voire même 50 ans. Vous avez un président de la République qui entre au pouvoir, qui accède après un dialogue de Sun City
il accède quand même par le voie de urnes. vote des urnes. Il arrive au pouvoir pendant qu'on attendait mieux faire. On n'enregistrait pas encore le développement parce qu'on espérait qu'après le départ de Mobutu, vivre ces développements à travers le président qui viendra. On n'en a pas vécu en tout cas, malgré les promesses, malgré les discours. Nous avons patiné sur place. Nous n'avons pas 6 jours de route à caractère agricole, plutôt pendant que c'est depuis 1960 ou soit 70 qu'on a commencé à parler de ces genres de routes. On n'y a jamais pensé, on n'a jamais construit. Vous avez également plusieurs autres projets au niveau de l'intérieur qui aujourd'hui rendent nos provinces vraiment par terre. Donc nous avons sur le plan social presque les mêmes conditions de vie, et d'ailleurs beaucoup regretteraient, préféreraient vivre les conditions, dans les conditions d'attente. Et vous avez dans la situation politique catégoriquement le dialogue de la conférence nationale souveraine dirigée par l'Église catholique, et vous avez le dialogue de la CENCO actuellement. L'histoire se répète. Vous avez Mobutu, il choisit Birindoa à la place, il choisit Ngunza à la place, et voilà, l'histoire se répète. Vous avez vu, et vous l'avez dit dans vos titres, comment s'est passé aujourd'hui l'investiture d'un Premier ministre, d'un gouvernement d'union nationale, d'un gouvernement de la transition, où on ne devrait pas assister à aucune résistance possible. Où vous avez les acteurs politiques sur base d'un compromis, ils se sont dit oui, nous travaillons, nous collaborons, mais voilà que un président de la République, il prend tout à fait des dérives dictatoriales, il accepte de faire ce qui bon lui semble. Et donc, je suis en train de vivre dans les similitudes de la situation je dirais même des 1990 n'est pas vraiment assez différente de ce que nous vivons aujourd'hui. Thierry Bongo, aujourd'hui, moi j'ai lu sur Twitter, beaucoup de gens sont en train de dire que non, aujourd'hui, les anciens caciques, ceux qu'on a fait payer à l'époque le départ de Mobutu, sont aujourd'hui aussi en train de faire payer à Kabila le départ de Mobutu. Les caciques aujourd'hui sont en train de prendre leur revanche sur Kabila. Est-ce une mauvaise lecture, une lecture biaisée de la chose? Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, Kabila est entouré d'anciens moboutistes de renom. Peut-être je peux me permettre de citer les noms des Atundu, les Kengo Adondo, les Tambwe Mamba, ils sont nombreux qui ont travaillé avec Mobutu. Est-ce qu'ils sont aujourd'hui en train de faire payer à Kabila le départ de Mobutu en 97? Je ne crois pas qu'on devrait aborder la question sur cet angle-là. Dans le sens que ces personnes qui travaillent aujourd'hui auprès du président de la République, Joseph Kabila, sont des acteurs politiques d'une certaine carrure, qui sont réputés pour avoir connu la politique de ce pays depuis une certaine époque, et au regard de l'histoire qu'ils portent en eux, ne pouvaient pas disparaître de la sorte. Je crois que la RDC a plus à gagner dans une logique de continuité, dans une logique de pas à pas, en gardant toujours le rétroviseur. Qu'ils ont été avec Mobutu, qu'ils soient avec Joseph Kabila aujourd'hui, vous serez d'accord avec moi que le problème d'une nation, ce ne sont pas les problèmes des lieutenants. C'est toujours, et ça demeurera toujours, le problème de leadership. Quel est le leadership que nous avons aujourd'hui? Est-il si différent de l'époque d'il y a 20 ans? Je crois que c'est à ce niveau-là qu'on devrait réfléchir. Les lieutenants, les mobutistes, les kabylistes, tout ça, ce ne sont que des noms. Ce sont des Congolais qui sont leaders, qui sont menés par un homme, et cet homme leur impose sa façon de voir la chose publique, sa façon de gérer la nation. Mais ces gens-là, permettez Thierry Bongo, oui. Mais ces gens ont vu le départ de Mobutu, comme l'a si bien retracé en quelques mots les dernières années de Mobutu. Ces gens ont vécu les dernières années de Mobutu. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que ces gens sont en train de faire revivre à Kabila ces dernières heures? Parce que c'est vraiment la similitude de la fin de Mobutu que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Est-ce qu'ils n'en parlent pas à Kabila? Je crois que Joseph Kabila n'ignore pas l'histoire de ce pays. Je crois que Joseph Kabila a suffisamment de jugeote pour voir la bonne voie à suivre. S'il suit cette voie sur base justement d'une mauvaise influence qui puisse être motivée par une soif de vengeance, c'est que lui a accepté que ça soit ainsi. Et je crois que s'il fait ce choix-là, il en restera responsable.
Il ne faut pas qu'on aille responsabiliser tierces personnes sous prétexte que voilà, ils étaient avec Mobutu, ils ont menti à Mobutu, ils vont aller chez Kabila. Est-ce que Mobutu était bête? Est-ce que Joseph Kabila n'est pas suffisamment intelligent pour comprendre que telle personne me mêle vers tel chemin? Non. Je crois que le problème actuel, nous le vivons parce que, au-delà de toute chose, le leadership en Afrique est très mal conçu. Le leadership en Afrique est conçu comme une force d'oppression, une force de domination sur les autres. Et dès lors qu'on a encore cet esprit qui plus est bantou, traditionnel, du chef qui règne au-dessus des sujets, on ne pourra pas évoluer. Je me souviens encore du discours du chef de l'État à Jeune Afrique qui disait qu'il ne se représentera pas au-delà de 2016. Le pouvoir use. Cette phrase m'a beaucoup interpellé. Pourquoi Kabila il a passé cette interview à Jeune Afrique. Oui. Pourquoi aujourd'hui beaucoup de gens parlent plus du mal de Mobutu que du bien qu'il a fait à cette nation? C'est parce qu'il a trop duré au pouvoir. Le bien fait a été effacé par la durée et par le mal commis après justement cette période de bienfait. Et donc aujourd'hui la leçon première à retenir, c'est que le pouvoir use. Et je pensais que le chef de l'État était suffisamment lucide parce qu'à l'époque déjà il le disait à Jeune Afrique. Aujourd'hui s'il écoute les chants de sirènes de ces personnes qui lui fait croire qu'il peut encore demeurer, perdurer au pouvoir contre vents et marées, contre population volontaire ou pas, je crois que lui-même dans sa lucidité, un moment va comprendre que ça ne sera pas ça. Et j'aimerais juste ajouter ceci. Je vous en prie. Il y a la part de responsabilité des politiques, mais aussi la part de responsabilité de la population. Expliquez qu'est-ce que la population a à voir dans la gestion de la chose congolaise. La population congolaise, je crois, va faire donner raison aux anthropologues belges qui disaient que ce sont des gens mous, qui acceptent tout et malléables à tout. Pour la preuve que le dollar passe de 90 à 140, on ne réagit pas. On ne réagit pas, que ça passe de 140 à 200, on ne réagit pas, qu'on se retrouve avec des millions de francs congolais comme à l'époque de Mobutu, on réagit peu. Ce n'est que vers la fin qu'on doit susciter une personne qui puisait Mouzé Laurent Désiré Kabila avec la force internationale pour faire partie de Mobutu que les choses doivent changer. Je crois que la population a une part de responsabilité parce que quand on parle du 17 mai, certes la population en avait marre, mais n'oublions pas que Mobutu n'est pas parti par la force seule de la population. Mobutu est parti par la force des armes des multinationales qui ont financé les armées étrangères sur le sol congolais. Le 17 mai, je me rappelle comment on a accueilli ces gens. Ambroise Bamba, ils sont venus presque à pied. On les a vus le 17 mai. Thierry Bongo l'a dit, la population en avait marre à l'époque. Et d'ailleurs, aujourd'hui, après les reculs du temps, on dit d'ailleurs que l'armée n'avait presque pas combattu parce que la population en avait marre. Et 20 ans après aujourd'hui, Ambroise Bamba, le 17 mai 2017, avons-nous été réellement libérés? Parce qu'à l'époque, on disait que Mzé est venu libérer le Congo. Sommes-nous réellement libérés? La journée de demain sera fériée. D'aujourd'hui, excusez-moi. La journée d'aujourd'hui est fériée, chômée payée sur toute l'étendue de la République. Qu'est-ce que nous célébrons? La libération ou l'entrée de l'AFDEL? Vous avez eu des difficultés à poser la question tout au début. Est-ce qu'il faut parler de la libération ou de l'entrée de l'AFDEL? Cette question est très importante. Nous parlons de quoi? De la libération ou de l'entrée de l'AFDEL? S'il faut parler de l'entrée de l'AFDEL, oui, l'AFDEL devient un fait privé à ces moments-là. S'il faut parler de la libération de la RDC, là, ça nous intéresse tous en tant que pays. Mais s'il faut parler de la libération, et puisque ça nous intéresse, là, ça devient intéressant. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de quelle libération? De quoi? De la dictature de Mobutu. 32 ans de règne à la tête de la RDC. Et vous avez dit, lors de l'entrée de l'AFDEL, la population a applaudi. Acclamé, on a encore les images. On en avait marre de cette dictature. Et maintenant, il y avait un libérateur qui arrivait. On s'est dit, enfin, on est libéré. Mais qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on a célébré aujourd'hui? Est-ce qu'on a célébré la libération? Il s'agit de quelle libération? Il faut que maintenant les faits puissent nous aider. Lorsque je regarde la manière dont on a géré le pays jusqu'à aujourd'hui, je constate qu'on a reculé. L'entrée de l'AFDEL avait suscité beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir par rapport à la démocratisation de la RDC. Nous avons expérimenté les élections en 2006 pour la première fois, pour la deuxième fois en 2011. On pensait
ainsi régulariser nos cycles électoraux, mais malheureusement, en 2016, il y a eu ce qu'il y a eu. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans ce qu'on appelle crise actuellement. Et sur le plan politique, comment ça se passe? Je constate que pendant la transition, par exemple, parce que le chef de l'État, Joseph Kabila, était toujours là, pendant la transition, il y avait des manifestations publiques, même si c'était réprimé. Il y avait des manifestations publiques. Après la transition, en 2006, il y a eu des manifestations publiques, il y avait des marches. Je me rappelle de Jeudi Saint, de l'UDPS, pendant que Jacques Chabani était à la tête de ce parti comme secrétaire général. Il organisait chaque jeudi des sit-ins devant la CENI. On autorisait, mais aujourd'hui, il n'y a plus de manifestations publiques qui sont autorisées, surtout des partis politiques d'opposition. C'est un recul du point de vue de la démocratie. Et ça prend des allures totalitaires à ce moment-là. Et quand ça prend des allures totalitaires, est-ce qu'on va parler de la libération? Je suis en difficulté de dire qu'on peut parler de libération à ces moments-là, parce que les totalitarismes reviennent en force à ces moments-là. Vous avez appris ce qui s'est passé à l'UDPS dernièrement, avec la fermeture du siège. Les gens ont été, entre guillemets, séquestrés là-dedans. Et est-ce que c'est des attitudes à encourager? J'ai dit non. Vous rappelez, vous avez posé une question ici, de savoir si les caciques ou bien les lieutenants de Mobutu sont en train de faire payer à Joseph Kabila. Ils sont en train de lui faire payer quoi? De lui faire payer le fait qu'il est le fils de celui qui avait chassé Mobutu. Exactement, c'est la question que l'on se pose. De lui faire payer le fait qu'il est le fils de celui qui avait humilié Mobutu. Mais ils sont avec lui aujourd'hui. Ils sont à la mangeoire. Mais alors, lui faire payer, ça signifie quoi? Est-ce qu'il voudrait aussi que Joseph Kabila quitte de la même façon? Quitte de la même façon pour qu'il soit humilié. Porte, comme l'a dit Edmond Izouba. Pour qu'il soit humilié de la même façon, c'est là que je dis, le chef de l'État doit ouvrir les yeux. Il doit ouvrir les yeux, il est bon. Est-ce que ces gens-là ne vont pas le mettre devant un même sort que celui de Mobutu? Rappelez-vous, dernièrement, il y avait un titre à Jeune Afrique, Kabila égale Mobutu Laït. Vous savez les tollés que cela a suscité. Le ministre Lambert Mende avait organisé une conférence de presse à ce moment-là. Donc, Mobutu, c'est une mauvaise image. On ne peut pas accepter qu'on porte l'image de Mobutu. Parce que la manière dont il est parti, on ne pouvait pas accepter. Et à cette époque, le ministre Lambert Mende a réagi. On ne peut pas dire que Joseph Kabila est égal à Mobutu. Donc, c'est un petit Mobutu, en quelque sorte, un dictateur. Alors, si on peut refuser, rejeter une image comme ça, il faut l'éprouver par les actes, notamment en démocratisant l'espace, en acceptant qu'il y ait des expressions libres des autres tendances politiques, par exemple. À ces moments-là, vous n'allez pas être assimilé à Mobutu. Mais lorsque vous ne faites pas ça, vous allez être assimilé à Mobutu. À ces moments-là, par rapport au 17 que nous avons célébré ce mercredi, par exemple, on va dire, mais nous célébrons quoi? La libération ou l'entrée de l'AFDEL. Et s'il faut parler de la libération, je serai en difficulté. Edmond Izouba, sous Mobutu, on le savait, le pays avait eu son intégrité territoriale. Je ne sais pas comment Mobutu mené à la baguette permettait l'expression les pays voisins, parce que depuis que nous on grandissait, je crois que vous êtes de la série de sous Mobutu, on n'a jamais entendu l'agression du Rwanda, du Burundi, à part les deux guerres du Chaba à l'époque. Mais aujourd'hui, comment... Comprenez-vous qu'il y a eu, un député l'a dit d'ailleurs lors de ce discours, deux guerres, deux pays voisins se battre en pleine ville de Kisangani. Aujourd'hui, on lit des choses, on se pose la question, moi je lis beaucoup, on dit par exemple que toutes nos communications sont décryptées à Kigali, tout ce que nous payons part à Kigali. On se demande aujourd'hui, est-ce que la RDC existe-t-elle comme nation aujourd'hui, où nous dépendons aujourd'hui vraiment des pays voisins? Voilà, c'est... Vu aussi la dernière tournée de Cheikh Kitundu au Soudan et partout ailleurs pour chercher, on nous a dit, des appuis, on ne sait pas. Alors, tout ce que je remarque dans ce qui se passe pendant le règne de Kabila, Joseph, le fils, c'est que il y avait au départ, vraiment, j'ai constaté qu'il y avait une volonté d'avancer, de pousser le pays vers sa démocratisation, de permettre à ce qu'il y ait liberté d'expression avec cette ouverture. Il faut le reconnaître, dans le domaine des médias, il y avait aussi la possibilité d'accroître le nombre de partis politiques, bien qu'il existerait ou pas, peu importe du contenu, mais la forme au moins, cela a été respecté. Mais nous devons retenir que la RDC a commencé à enregistrer son premier génocide, c'était en 1980,
14 avec... non, 3 millions de morts. Je crois que ça a commencé quand le 15 pays s'est battu sur le sol congolais avec, pour chasser ou bouter d'ailleurs le Rwandais. Non, le Rwandais qu'on a fait venir par l'AFDEL parce qu'on parle de force de libération. Moi, j'ai suivi même une vidéo de feu président Mosé Laurent Désiré Kabila en train de se moquer de ses proches ministres, collaborateurs, qui ont juste pris fuite après avoir chassé le rebelle dans son régime. C'est là où nous avons constaté que nos frontières étaient devenues de plus en plus poreuses. Quand vous avez le Rwanda qui avait son plan, je ne sais pas, on parle de l'accord de l'Émirat, que j'ignore jusqu'à présent, où on devait céder une portion à la population rwandaise, et cela ferait même leurs revendications de chaque jour. Nous apprenons que là-bas, on a fait même des matières scolaires ou académiques dans des universités, c'est enseigné comme ça. Une partie du Rwanda se trouverait en République démocratique du Congo. Vous avez le plan de Rwanda de vouloir ramener son pays vers le Grand Kivu, mais ils ne nous laisseront pas en paix. Pendant qu'ils savent bien que cet accord-là existe. Moi, j'estime que la RDC veut garder à son niveau les bonnes relations avec les amis, avec le pays frontalier, mais cela ne nous renvoie pas à la monnaie de la pièce. Donc, il faut appliquer la rigueur, il faut commencer par... La réciprocité aussi, oui, je suis tout à fait d'accord, mais quand il faut commencer pour la surveillance de nos frontières, après avoir remarqué la fuite de nos richesses naturelles, la fuite de la plupart de nos biens, nos mines, ainsi de suite, il faut avoir une armée forte pour contrôler les frontières, il faut sécuriser sa population pour ne pas se plaindre, parce que le monde d'aujourd'hui se mesure en termes de preuve de force. Si aujourd'hui vous êtes un pays, vous êtes une nation, vous devez commencer par vous conformer par les standards internationaux qui vous obligent d'avoir une armée conséquente. Si aujourd'hui vous avez des héros que vous enterrez, je ne sais pas, de n'importe quelle manière, vous affaiblissez votre armée sans le savoir. Vous avez des militaires que vous n'arrivez pas à bien payer. Vous avez des rations militaires que vous détournez à chaque fois. À l'époque de Mobutu, aujourd'hui on estime que Mobutu c'est lui le mal zaïrois, c'est lui le mal congolais. Mais en principe, Mobutu n'avait pas que de mauvaises choses, surtout en termes d'armée, pour contredire Thierry Bongo. Vous avez une armée forte. Mobutu faisait la fierté de l'Afrique grâce à l'armée zaïroise. C'était la dignité. Vous avez le plus grand bâtiment en Afrique construit à l'époque de Mobutu. Quand, de manière comparative, vous prenez toutes ces réalisations, même, je dirais, sur le plan social, vous avez les bâtiments, vous avez les stades, vous avez le pont Maréchal, vous avez le barrage d'Inga, vous avez les plus grands projets qui ont été exécutés. Les éléphants blancs, c'est non certain, hein. Pas des éléphants blancs, parce qu'aujourd'hui, sans Inga, je ne sais pas si nous serons recueillis. Donc, Mobutu n'est pas le vrai diable, mais par rapport à sa manière de se comporter, sur le plan politique, ça lui a créé du gâchis. Il ne faut pas oublier aussi cette diabolisation venue de l'Occident. Oui, diabolisation du pouvoir de Mobutu. Aujourd'hui, nous avons cette image-là. Mais je reproche seulement à ces régimes de n'avoir pas bien organisé ces relations avec le pays frontalier, où vous avez le Rwanda qui vous taquine à chaque fois, où vous avez même des pays qui vous ont causé du tort, qui vous ont causé des dégâts, 3 millions de morts, je l'ai parlé ici, où il y a eu des interventions de différents pays, c'est battu sur le sol congolais, mais malheureusement, au lieu de chercher comment inhiber cette hémorragie des morts, cette situation macabre, ça a pu continuer. Aujourd'hui, on parle de plus de 8 millions de morts. Nous parlons de cette population. Aujourd'hui, nous posons la question à cette population, Thierry Bongo. Aujourd'hui, on ne comprend pas comment on regrette Mobutu. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent « Ah, ceux qui Mobutu Azalaki, ah, Mobutu Penza, ah, Mobutu... » Comment ce peuple, parce que Mobutu incarne, selon une certaine opinion, le mal zaïrois, comme l'a dit Edmond Izuba, Mobutu nous a conduit à cette perte. C'est à cause de Mobutu que nous en sommes là aujourd'hui. Mobutu a pillé, Mobutu a détruit, Mobutu a fait ceci, Mobutu c'était tout ça. Mais comment aujourd'hui cette population, la même, aujourd'hui, est en train de regretter ce Mobutu? 20 ans après aujourd'hui, c'est ce nom qui ressort souvent, si Mobutu était là. Bon, il faut reconnaître que si la population regrette, c'est parce qu'on ne leur a pas proposé mieux.
il faut aussi reconnaître que la population juge ses dirigeants par rapport au progrès apporté par eux, par rapport à l'amélioration du vécu quotidien apporté par eux. Les bilans, en fait. C'est les actions menées par ces dirigeants qui peuvent leur permettre une certaine bonne ou mauvaise comparaison. Aujourd'hui, si la population regrette Mobutu, ils ne regrettent pas Mobutu totalement, il faut qu'on soit concret. Si on regrette Mobutu, c'est par rapport à une période de la gestion de Mobutu, et je reviens, je n'ai pas dit que Mobutu n'a donné que du mal aux Congolais. À l'époque de Mobutu, il y a eu une période rose. Il y a une période rose où le Zaïre, à l'époque, valait 2 $. Il y a une période rose où les Congolais mangeaient 3 fois par jour. Il y a une période rose où les Congolais savaient aller à l'hôpital, se faire soigner et étudier gratuitement, étudier à de bonnes conditions, où il y avait des crêpes quand même et des bancs dans les écoles. Il y a des infrastructures qui ont existé sous Mobutu, comme l'a cité Edmond. Mais quand il n'y a pas de progression, quand il n'y a pas amélioration, quand il n'y a pas de développement des choses par rapport à l'époque, on est toujours, c'est normal que la population puisse regretter une période où elle se sentait bien. Et souvent, vous mettez quand vous promenez dans la capitale, il y a des petits endroits où on met ces vieilles musiques d'antan. Vous voyez les vieux papas là-bas en train de siroter leur verre en pensant à la belle époque. Ils appellent ça la belle époque. Vous imaginez? Donc c'est qu'il y avait quand même une période belle dans ce pays sous l'époque de Mobutu. Aujourd'hui, je crois que le grand défaut de la RDC, c'est que on n'a pas su concevoir notre histoire. Vous savez, les Français, ils avancent pourquoi? Parce que ils étudient l'histoire de tous leurs monarques. La France, c'est une longue... Ce sont des siècles de monarchie, ce sont des siècles de grandes... Des siècles de démocratie. C'était des siècles, c'est bien plus de temps de dictature, de totalitarisme, de monarchie dans l'histoire française que d'époque de démocratie. La démocratie française, c'est à peine. 1789, ça c'est les États-Unis. La France, on peut dire que c'est après l'époque de Napoléon et tout ça, vers le 1800 et quelques, qu'ils ont commencé à tâtonner dans un système qui tendait vers la démocratie. Ils ont vécu des longs moments de totalitarisme. Mais la période, justement, d'absence de droits de l'homme, de démocratie, est bien plus longue que la période actuelle qu'ils vivent. Ce n'est à peine que, je crois, à peine 1 siècle et demi, on peut le dire. Mais l'histoire de France, ça date de bien longtemps. Mais ils n'oublient pas cette période-là. Un bon prétexte pour les Africains. Hein. Voilà, j'allais en arriver d'ailleurs. On ne refait pas l'histoire parce que 1789, c'est derrière nous. Et les Africains existaient en 1789. Le problème que j'évoque ici, c'est le fait que nous ne tirons pas les leçons. Nous ne les apprenons pas. Nous ne les inculquons pas. Nos enfants ne savent pas ce qui s'est passé en RDC, au Zaïre, en 1789. Pendant que les Américains parlaient de démocratie, où étions-nous? Pendant que, voilà, les Français se libéraient à la Bastille et compagnie, où étions-nous? Notre propre histoire à nous, notre propre parcours est galvaudé. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut sortir un historien qui peut nous raconter avec date, preuve, détail total, la période de 1900 à 2017 aujourd'hui? Écrit, homologué, qu'on le fasse étudier à nos enfants, au lieu qu'ils apprennent l'histoire de la France, de la Belgique, de Diego. Non, qu'ils doivent apprendre l'histoire de leur pays. C'est à partir de ça qu'on peut tirer les leçons à venir. Si j'évoque cet aspect, c'est parce que on a tendance avec nos régimes de faire 2 pas en avant et 3 pas en arrière. On veut toujours, tous les dirigeants qui viennent, veulent toujours effacer les traces de leurs prédécesseurs. C'est une erreur. C'est pas bon. On apprend toujours de nos erreurs. On évolue que par rapport aux fautes que nous avons faites. On devrait apprendre ce que Mobutu a fait de mal, pour ne pas l'effacer, pour ne pas le refaire. Mais j'ai l'impression aujourd'hui que nous sommes pratiquement dans la même logique qu'à l'époque de Mobutu. Et peut-être pire. On a bien commencé. On a fait les élections en 2006. On a fait les élections en 2011, permettez-moi ce ton, mais on a l'impression qu'on ne veut plus d'élections. On a entendu même dire certaines personnes, certains acteurs politiques qui disent que les élections n'apporteront pas le développement. Le développement et les élections sont 2 choses différentes. On a dit qu'il faudrait qu'on ait une démocratie à la congolaise. C'est quoi ce concept? Qu'on nous définisse tout ça. Tout ça pourquoi? Parce que les Congolais veulent faire fi de leur passé. Ils en ont honte.
ils ne veulent pas l'assumer. Je voulais rebondir sur la question. C'est la question que j'avais posée, parce que c'est le prétexte que trouve une certaine opinion pour dire que non, la France a une longue histoire, la France a plus de 500 ans d'histoire, nous sommes une jeune démocratie, vous devez comprendre et tout ça. Est-ce que c'est ça la raison aujourd'hui pour expliquer aujourd'hui ces reculs? Parce que 20 ans après la mort de Mobutu, Mobutu est toujours présent dans nos têtes aujourd'hui. Non, moi je pense que ce sont des faux fuyants, ce sont des faux prétextes. Parce que la France a appris de sa propre expérience. Mais nous apprenons de l'expérience française. Voilà. C'est ça la différence entre nous et les Français. Nous apprenons de quelque chose qui a existé. Voilà. Et apprenaient de leur propre expérience. Et nous avons de l'expérience aussi, Ambroise. Ils pouvaient prendre beaucoup de temps et nous aussi, pour arriver à se stabiliser. Nous n'avons aucune histoire, Ambroise Mamba. Nous copions quelque chose qui existe déjà. On nous dit, voici les règles. On essaie d'adapter. Voilà. Vous les respectez, ainsi de suite. Mais je voudrais rebondir par rapport à une question que vous lui avez demandé. La population regrette l'absence de Mobutu. Il a répondu à la question, mais moi j'estime par exemple que Mobutu a fait ce qu'il a fait. 32 ans de règne, les gens en avaient marre. Vous savez, dans la gestion de la chose publique, on ne donne que ce qu'on a. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Mobutu a donné ce qu'il a. Le président Kabila donne ce qu'il a. Celui qui pourrait venir après Kabila donnera... Mais les erreurs de Mobutu, on a l'impression que les erreurs de Mobutu ne servent à rien. On est en train de... Ambroise, réfléchissons froidement. On est en train de recopier et de refaire peut-être pire les erreurs de Mobutu aujourd'hui. Je suis en train de répondre justement la gabégie, le tribalisme, tout ça aujourd'hui, ça a pris des proportions incroyables. Je suis en train de répondre. Voilà pourquoi il y a ce qu'on appelle un cycle électoral. Voilà pourquoi il y a ce qu'on appelle un cycle électoral. Ça signifie qu'un dirigeant qui arrive au pouvoir, qui ne connaît rien, qui détruit son pays, il sera sanctionné. Après 5 ans, il sera sanctionné pour qu'on donne à quelqu'un d'autre de plus compétent que lui. Vous avez vu ce qui s'est passé en France. François Hollande ne s'est plus représenté. Pourquoi? Parce qu'il voyait déjà sa chute, son échec. Il a dit non, je ne me représente plus. Il a laissé la place à quelqu'un d'autre. Macron a été investi. Ça signifie qu'après une période donnée, pour les cas échéants, 5 ans, renouvelable une seule fois, soit vous êtes réélu, soit vous n'êtes pas réélu, on donne à quelqu'un d'autre. On vous évalue pendant vos 5 ans de règne, la manière dont vous aurez travaillé. Si pendant 5 ans, vous faites comme ce que Mobutu a fait, la même population va peut-être va vous sanctionner. Mais les problèmes avec Mobutu, c'est quoi? On évoque souvent les cas Mobutu lorsqu'il s'agit de la sécurité. Des rapports avec les Rwandais, par exemple. Les rapports avec les voisins. L'Angola, avec les voisins. C'est surtout sur le plan sécuritaire qu'on dit à l'époque de Mobutu, ce n'était pas comme ça. Mais pourquoi à cette époque c'est comme ça? Les gens réfléchissent et ils pensent à Mobutu. Mais ils ne regrettent pas Mobutu par rapport aux élections, parce que Mobutu a été dictateur. Donc, s'il faut parler de Mobutu, c'est en ce sens. Et Joseph Kabila est arrivé, il a fait ce qu'il a fait. On a parlé d'un programme des 5 chantiers de la République. Il a été réélu après ce programme des 5 chantiers. On est dans la révolution de la modernité. S'il y a élection, malheureusement pour lui, parce qu'il n'a plus la possibilité d'avoir un 3e mandat. Donc, c'est peut-être à son dauphin de pouvoir endosser le bilan de Joseph Kabila pour se faire élire ou non. C'est cela le problème. Donc, vous pouvez être là, vous pouvez faire ce que Mobutu a fait ou ne pas le faire, mais le problème, c'est qu'on vous laisse votre temps. C'est effectivement ce que nous devrions faire en Afrique. Donc, on laisse le temps qui a été imparti à un dirigeant, 5 ans, on les sanctionne après les 5 ans, et on passe à quelqu'un d'autre. Peut-être que vous allez trouver un autre dirigeant qui va vous donner ce dont vous avez besoin. Par exemple, manger 3 fois par jour, Thierry en parlait, être beaucoup plus en sécurité, avoir la stabilité de sa monnaie, maîtriser les cadrages macroéconomiques, ainsi de suite. Voilà un peu ce dont... Le dernier tour de table, on a suivi le discours programme de Tchibala. Les élections, il en a parlé, il a dit il se battra pour qu'il y ait quand même des élections dans ce pays, mais la manchette nous dit les élections s'éloignent, le référendum se rapproche. Aujourd'hui, on a l'impression que ce mot référendum refait surface. On a suivi Atundu qui a dit le référendum, c'est le droit du peuple et tout ça. Mais pour vous, qui avez suivi ces discours, possible qu'il y ait des élections dans ce pays, comme l'a si bien dit le Premier ministre Tchibala? En tout cas, je ne veux pas ici faire peur à la population par ce mot référendum, parce que vous avez dit que ça revient. Oui, le référendum est constitutionnel, c'est prévu. Mais la Constitution elle-même établit
le besoin par lequel vous pouvez passer et vous pouvez organiser le référendum. Aujourd'hui, quand vous prenez le référendum, vous prenez l'élection présidentielle, il n'y a pas de différence. C'est le même type d'élection, c'est la même circonscription électorale. Vous avez toute la République qui est comme circonscription électorale pour les présidentielles et vous avez la même chose pour le référendum. Donc, de ce côté-là, moi, j'estime que c'est déjà un projet... Tibala, vous avez suivi son discours. Oui, je suis... Qui peut organiser les élections, qui demandera à la communauté internationale de l'aider pour l'organisation des élections, qu'on doit trouver des moyens pour diminuer le coût des élections. Cela ne vient pas de lui, cela ne vient pas de Tibala, cela a été bien évidemment explicité, élucidé dans l'accord. Cela a été prévu qu'au cas où il y a des failles budgétaires ou... des difficultés de financement, l'appui de l'extérieur est très important. Donc ici, moi j'estime que après avoir vécu ce que nous avons connu, après avoir accepté le pouvoir d'accompagner la période de transition, parce qu'en réalité, le jeu démocratique oblige 10 ans. 10 ans de règne, 5 ans une fois renouvelable. Vous avez Barack Obama qui a fait mieux que d'autres présidents africains, qui est parti, bien que la population américaine l'aimait vraiment, mais il est parti parce qu'il est obligé de respecter les textes. Ici, les textes ne sont pas respectés. Ici, ce qui est respecté, c'est les dictats. Donc, je rentre maintenant dans le discours pour dire qu'il y a eu des ambitions démesurées. Un gouvernement de 6 mois qui annonce des grandes réalisations, il le fera comment? Il dit qu'il va construire les écoles, et puis, dans l'angle électoral, pour retourner, il dit qu'ils pourront voir s'il faut organiser les élections dans la diaspora ou pas. Donc, ils doivent réviser la loi électorale et le mode de scrutin. Il a parlé des choses très graves qui n'ont pas été négociées entre les acteurs politiques. Ce qui devait être privilégié pendant cette période, ça devait être ces consensus qui nous a amenés vers la paix. Mais ces consensus a été déjà, je dirais, ratiboisé par le régime en place, parce qu'il ne voulait pas que le rassemblement reste uni, qu'il fallait les diviser, il fallait empiéter. Il reste plus beaucoup de minutes, c'est la dernière tour de table le dernier tour de table pour Thierry. Thierry, vous avez suivi aussi ces discours de Bruno Tshibala. Samy Badibanga nous a fait le même, mettez l'expression, le même jeu. 6 mois, est-ce que c'est vraiment un discours programme ou, comme vous l'avez dit, un chapelet d'intention? Parce que là, vraiment, en moins de 6 mois, est-ce qu'il peut réaliser tout ce qu'il a dit là? C'est quand même de l'utopie, c'est pas un peu démagogique? Bon, vous m'avez pratiquement ôté tous les mots. Je peux juste dire que on sent quand même que le monsieur a envie de faire quelque chose. Hein? Il a peut-être exprimé de manière... Avec ses discours prolixes. Voilà, il a peut-être exprimé de manière assez prolifique, un petit peu dans la volubilité. Il s'est beaucoup exprimé. Il a envie de faire quelque chose. 6 mois... Mais sa mission première, c'est l'organisation des élections. C'est aussi les budgets. Il a 3 missions. Il a 3 missions. D'abord, les élections. La sécurité des Congolais. Vous savez ce qui se passe avec le phénomène Kamuna Sampo, ce qui se passe à l'Est, c'est pas encore fini. Il doit s'en occuper. Et le volet économique et social. Ce sont 3 missions principales. Il ne pouvait que présenter un discours de ce genre. Moi, pour ma part, je vais faire comme les députés, je vais attendre le véritable discours, programme, qui sera celui de la défense du budget. Parce que là, on aura des indicateurs clairs de la politique du gouvernement. C'est-à-dire qu'il va mettre autant d'argent dans tel secteur pour que ça produise ceci, autant d'argent dans tel secteur pour que ça produise ceci. Le discours d'aujourd'hui, c'était une convenance institutionnelle. Il fallait qu'il se présente pour qu'on investisse. On comprend ce chapelet de bonnes intentions. Les vraies critiques pourront être portées quand il verra le budget. Maintenant, ce que je voudrais juste ajouter... Mais les budgets aussi sont faits sur base de projections. C'est des projections cash. C'est des projections qui traduisent justement la volonté de faire d'un gouvernement. Parce que si je donne 500 francs pour la santé, et je me dis, voilà, ils peuvent manquer d'aspirine, mais j'ai besoin d'acheter des munitions pour les armes, c'est un choix politique. C'est un choix politique qui doit être fait par les politiciens à travers le budget. J'aimerais juste ajouter en disant ceci. Bruno Tshibala était un ministre de circonstances. Hein? C'est un premier ministre de circonstances. Premier ministre de circonstances, c'est parce que les discussions ne pouvaient pas perdurer. Le consensus du 31 décembre
il a été manifestement clair qu'une frange de la classe politique n'en voulait plus, bien qu'on ne le dit pas clairement, on le sent qu'il n'en voulait plus, et on peut parler de consensus que si les partis en conflit convergent justement, c'est ça le consensus, la convergent dans la même idée, et il n'y a pas justement maintenant convergence dans ces idées-là à l'heure actuelle. Et c'est ce qui justifie le revirement actuel. La manière dont ça a été fait, on va continuer à en parler des mois et des mois, ça ne changera rien. Mais Tchibala est là, il représente un autre consensus avec d'autres personnes, et c'est ce qu'on devrait dire aux Congolais. Ce n'est plus le même consensus du 31 décembre, on doit l'assumer, c'est un autre consensus qui a été signé au Palais du Peuple, et Tchibala doit donner ses missions, les mêmes missions qui ont été données par le chef de l'État. Comme l'a dit Thierry, notre consensus signé par d'autres Congolais, mais ce sont des Congolais. A-t-il des chances, vu ce discours vraiment chapelet? Moi, je dis vraiment... Paulette, pour bien comprendre Tchibala, à mon avis, il faut dissocier les aspects politiques des aspects techniques. Wow, c'est un peu difficile. Là. Pour bien comprendre Tchibala, si nous prenons les aspects politiques, nous allons nous dire que nous sommes déjà dans le glissement. Nous avions un ultimatum constitutionnel qui consistait à respecter la date du 19 décembre 2016. Nous y sommes depuis Badi Banga. Ça n'a pas changé. Et par rapport aux aspects politiques, nous sommes arrivés à un dialogue. Nous sommes là où nous sommes, mais nous sommes déjà en plein glissement. Vous parlez des 6 mois. C'est par rapport à quoi? Vous faites allusion à un accord. Les élections, normalement, devront se tenir en mais décembre si 2017. vous faites bien vos statistiques, votre calcul, vous allez trouver que cet accord a été signé le 31 décembre 2016 avec une idée que ça pourrait être mis en œuvre quelques jours après. Et en une année, permettre à un gouvernement d'organiser les élections. Mais par rapport aux aspects techniques, c'est difficile que Bruno organise les élections en 6 mois et puisse trouver tout l'argent qu'il y a parce que le pays est dans une situation économique chaotique. Donc, il faut faire la part des choses pour comprendre Bruno Tchibala. Donc, son discours, sur le plan politique, passe. Mais sur le plan technique, il ne passe pas. Sur le plan politique... Mais je peux t'interrompre en disant ceci, que sur le plan technique, c'est là justement où tu vas comprendre que la plupart des réflexions des politiques aujourd'hui s'appesantit sur les nouveaux modes de scrutin pour permettre justement l'organisation des élections. Diminuer le coût, peut-être pas, mais permettre l'organisation des élections à bonne date. Parce qu'on a peu de temps, c'est compressé, on veut absolument voir ces élections. Il y a une pression internationale intense qui veut qu'il y ait juste un sursis jusqu'au mois de décembre. Alors, c'est une interruption de 5 minutes. J'aimerais ajouter le débat justement sur les aspects techniques que tu évoques parle de ça. Politiquement, il faut faire le choix de changer la loi électorale, voire emprunter la voie du référendum. Oui, mais il y a aussi un côté qu'il faut évoquer. Bruno Tchibala est sous pression du rassemblement. Le président Kabila est sous pression du rassemblement. Le rassemblement fait pression. Mais il faut faire reculer le rassemblement. Il faut lui dire qu'on va organiser les élections. Voilà pourquoi Bruno Tchibala parle en ces termes. Que nous allons organiser les élections. Oubliez votre histoire de la primature. Oubliez votre histoire là. Allons vers les élections. Voilà pourquoi on nous prononce un discours. Moi, les élections, ça avance. Mais techniquement, si vous oubliez le rassemblement, vous allez voir que c'est utopique, ça ne va pas. Voilà, nous sommes vraiment à la fin. Nous sommes à la fin, Thierry Bongo. Voilà. Une minute. Oh là là, Edmond, désolé, nous sommes à la fin. C'est ça la télé. Hein. Merci vraiment à vous. Vous étiez au Palais du Peuple. Vous avez suivi religieusement le discours de Bruno Tchibala. Que pouvons-nous faire, sinon nous qui sommes patriotes, que lui souhaiter bonne chance, parce que le pays, c'est notre patrimoine. Nous l'aimons, nous aimons ce pays et nous voulons ce développement. Donc, bon vent à Bruno Tchibala. Et merci à toi, Edmond Izouba de Politico.cd et RTV et Cassefo et partout. Le net, c'est Edmond Izouba. Merci à Thierry Bongo, Africa TV et à Ambroise Mamba qui a aujourd'hui une très belle émission face à l'élite. J'espère vraiment que l'élite congolaise jouera vraiment ce rôle-là d'être le train, le train qui pousse, la locomotive qui pousse la population à sortir de ce chaos, parce que c'est pas possible qu'un si beau pays comme la RDC patauge dans cette bouillabaisse, permettez l'expression. Nous nous retrouvons, mesdames et messieurs, avec le même plaisir le mercredi prochain, et bonne continuation pour les journalistes de presse pour le progrès, et rendez-vous en tout cas pris pour le deuil d'Alpha Mukadi le vendredi 19 mai. Au revoir.